C'est parfait. Alors, Lila, ici présente, interprétera bien évidemment Blanche-Neige, et je serai à moi seule les 7 nains. Il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était vous? Qui devint amoureuse. Est-ce que ce fut ce qu'on appelle un coup de foudre? Oui, un authentique coup de foudre. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Était-il grand et beau? Était-il fort, très fort? Il n'a pas son égal dans le monde entier. Vous a-t-il dit qu'il vous aimait? Vous a-t-il volé un baiser? Il est si merveilleux, comment résister? C'est prendre vos feuilles de maître. Attention, on va donner la note de départ. Alors moi je... Voilà, c'est l'hiver. Comme vous voulez. En attention. C'est ce que vous vous demandez? C'est ce que vous aimeriez bien savoir? Par quoi ça a commencé? C'est ce que moi aussi je me demande. Car qui ici pourrait dire exactement par quoi ça commence? À quel moment précis? Le piège. Car il s'agit bien d'un piège. Je ne crains pas de dire ici et devant tous qu'il s'agit bien d'un piège. À quel moment précis ça s'est refermé sur moi? Comment ça enserre? Comment ça circonvient? Comment ça tenaille? Ouais. Par quoi ça commence? Peut-être que dès l'origine, dès la matrice, c'était déjà là. Car ça débute peut-être par des mots. Peut-être, oui, qu'à mon commencement était leur verbe. Que je les entendais déjà, les mots, à travers le ventre, les mots qui transpercent l'eau stagnante, les mots encore à peau. Ils arrivent directement par intraveineuse, par voie ombilicale, les mots amniotiques qui nourrissent. Déjà, je les entends. Déjà, ils me désignent. Je n'existe pas, ou presque, ou si peu. Mon corps est celui d'une larve, une bacille infime, un amphibien aveugle, et, entre deux battements de cœur, tandis qu'une sonde glacée, revêtue de plastique, ausculte mon appareil génital en mutation, voici que je suis désignée. Voici que ça bat plus vite le deuxième cœur. Voici que ça caresse à travers la membrane. Car on a dit ce que j'étais, ce que j'allais être. Ces mots que je suce comme un suc par le cordon, qui me murmure une berceuse maudite, une malédiction douce,
précis encore. Oui, voilà ce que je me dis aujourd'hui. Peut-être ça, non? Il y a eu cet instant immémorial et inénarrable, oui. Cet instant où il a fallu m'extirper d'elle, où il m'a fallu ramper longtemps dans sa cavité, bloquer soudain à en comprimer mes côtes minuscules, puis m'expulser au grand jour. Et nos larmes et nos cris ont été presque communs. Et c'est la même angoisse d'être en vie qui nous traverse à cet instant précis, dans le soulagement de la douleur et de la rencontre. Et on me brandit, gluante et sanguinolente, on me saisit, on m'ausculte, et dans un silence entrecoupé de gémissements de nageuses qui reprennent leur souffle, on m'observe et on crie, on hurle presque contre la finesse du tympan, ces mots qui devraient consoler, qui devraient rassurer, ces mots qui me présentent au monde, les tout premiers de ma vie, on dit « Regardez! Regardez, madame, comme elle est mignonne, comme elle est jolie. Oh, voyez comme déjà, elle est belle. » Alors, oui, par quoi ça commence? Mon père, souvent, au moment de dire bonsoir, de laisser ouverte la porte avec le rai de lumière qui protège de la petite fille fantôme furieuse qui vit enfermée dans le placard. Mon père s'assoit parfois sur le bord du lit pour m'embrasser et pèse maladroitement sur mon bras, ma hanche. À l'approche de la nuit annoncée, je pousse alors des cris de résistance de bêtes traquées qui refusent de se laisser enfermer par le sommeil dans la bordure des draps serrés. Et mon père dit alors en riant que je suis Un drôle de petit cheval de bataille. l'avion 1994. Pour me rendre depuis la moyenne ville où je vis jusqu'à la très grande ville où vivent mes grands-parents, je vais prendre pour la première fois de ma vie l'avion. Comme entendu à la radio et dans certaines conversations d'adultes, une fois sur deux environ, une mort certaine vous attend au décollage. Au comptoir d'enregistrement, je saisis épouvantée le bas du manteau de ma mère et profère cette phrase qui fera le tour de la famille. Je ne veux pas mourir tout de suite, maman. Je veux avoir un mari et des enfants. Alors très vite, chez moi, quelque chose semble à côté. C'est peut-être dans la façon dont je bouge mon corps, un genre sursaut de petits veaux maladroits, des bondissements de grenouilles. Je ne suis pas de celles qui font tourner autour d'elles le plissé de la jupe corolle de fleurs, non. Mes cheveux, amas touffus de matière pénéacée, ne sont jamais coiffés. Ma mère n'arrive pas à m'attraper avant d'aller à l'école. Je glisse sur moi-même en me tortillant comme une bougie rétractée, tandis qu'en vain elle crie « Mais ne sors pas comme une sauvage !» Sauvage. J'aime ce mot jusqu'au délice. Mon corps est fait pour déambuler de guingois, pour ne pas gagner la course, mais bifurquer de travers. On tente de me mettre le mort aux dents et je bondis comme une chevrette de Haïti de la montagne. Moi, je suis Black Beauty. Un cheval splendide lancé au galop. Et tagadagada, et tagadagada, et tagadagada. Je suis entre deux. Mon corps est tiraillé à la lisière du reconnaissable.
clan des serre-têtes se moque de mon incapacité à reproduire les chorés de Laurie ou de Priscilla. Un, dos, tres, cuatro. Acerejé, des rêves, tous des rêves, des sémino, maravillant de bouillant. Ma mère renonce à me coiffer. On me laisse pour l'heure plutôt tranquille, il n'y a après tout aucun danger. Ou si peu de chance de retrouver ma photo placardée dans toutes les gares de France, comme Estelle Mouzin, en pull rouge, sur fond bleu. Pour l'heure, je suis presque libre. La traque n'a pas vraiment commencé. J'ai 6 ans. La première fois que je me sens frémir. Je regarde sur une télévision cathodique la VHS du bossu de Notre-Dame. J'observe Frollo, le prêtre méchant, vêtu, dans mon souvenir c'est comme gravé, de pourpre et de sombre. Je le regarde s'emparer du cou d'Esmeralda, la gitane, aux cheveux noirs comme les miens, et à la peau couleur caramel si belle que ça me fait rester des heures au soleil à tenter de dorer mes bras et mes joues, pour que ma grand-mère continue de m'appeler parfois comme ça certains soirs d'été avant de m'endormir. Ma toute petite, ma bohémienne, ma gitane. Je regarde sur une télévision cathodique la VHS du bossu de Notre-Dame, et il y a cet instant très précis où Frollo bloque Esmeralda dans un recoin de la cathédrale, dans la nef près de l'autel, et où il lui dit cette phrase, où il lui dit pour la menacer, pour lui faire peur, qu'il serait dommage, Esmeralda, d'enrouler une corde autour de cette si jolie gorge. Et Frollo, de sa grande main blanche, se saisit du cou brun d'Esmeralda, et il serre fort, très fort, et son visage de dessin animé se tord. Elle laisse apparaître ses dents blanches de dessin animé tandis qu'elle gémit de douleur et de révolte mêlée. Et ses seins de dessin animé sont plus gonflés soudain sous le corsage blanc. Et ces seins de dessin animé pixelisés par l'écran cathodique sont si proches de la main de Frollo qui entrave le cou de la gitane que cette image me fait courir aux toilettes alors que je n'ai pas envie d'uriner et rester longtemps sur la cuvette à essayer de reconvoquer ce qui m'a fait trembler si fort. La main avide de Frollo. Oui, la main avide de Frollo, la chair des seins palpés et l'idée de la mort. Tu veux jouer? Veux-tu jouer? Selma, 1999. Tu ne veux pas jouer? Si, mais au voleur. On va jouer au voleur. Selma me fait face, droite et sérieuse. Selma est toujours droite et sérieuse. Elle est née le même jour que moi, 1 heure plus tôt. Ce détail d'importance lui donne le droit de choisir tous les jeux que nous pratiquons les mercredis et les samedis après-midi, tandis que nos mères prennent le thé, préparent le dîner, s'occupent des plus petits, font tourner des machines et que nos pères se volatilisent comme seuls les pères savent se volatiliser. Selma a les mêmes yeux bruns, des cheveux épais, la même taille que moi, mais elle est plus belle. Déjà, c'est facile de le savoir parce qu'elle n'a pas de lunettes rouges qu'une bouteille. Et puis, ma mère lui fait des tresses complexes parce qu'il est possible de coiffer ses cheveux épais en torsade jusqu'à ce qu'elle ressemble à Sissi impératrice, en tenue d'Amazone, lorsqu'elle rencontre le prince Franz en Bavière, près de la rivière. Moi, la seule fois où ma mère a essayé de me faire des tresses complexes, on aurait dit que des antennes de cafard avaient poussé sur mon crâne pendant la nuit. On va jouer au voleur. Dès qu'il m'est possible de le faire. Je dors chez Selma. Nous dormons si proches que je connais l'odeur de la lessive, comme de la peau de Selma. Celle plus sourde et sucrée de sa sueur et de son sexe lorsqu'il fait canicule dès juin et que nous nous arrosons de verres d'eau sous la douche. Il n'existe rien en dehors du monde de plus fascinant, de plus palpitant que Selma. On va jouer au voleur. Nous regardons ensemble Eva Bartok et Burt Lancaster dans Le Corsaire Rouge. Les
noir et blanc en cassette enregistrée et les petites rates mélancoliques de l'âge rue. Nous vivons hors de l'époque. Notre enfance est résolument catholique et vintage, provinciale et intellectuelle. Nos mères mobilisent pour cela toute leur force. Nous sommes volontairement déconnectés des assauts de la pop, des violences et des vulgarités matérielles du monde, des menaces sourdes, des flirts et du sexe. Sous l'impulsion de ma mère qui persuade la sienne, nous fréquentons les scouts de France, les Jeannettes et les cours d'initiation du catéchisme du mardi soir. Dans la sacristie qui sent le moisi et l'humide. Ensemble, Selma et moi sommes autorisés à devenir enfants de cœur. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Tressaillez de joie. L'eau ample et poussiéreuse nouée à la taille par un cordon souple, nous avançons d'un pas résolu vers l'autel. La main de Selma frôle la mienne, comme pour me donner du courage, tandis que je crains de trébucher, engoncée par le vernis serré de mes petites chaussures. Tous les regards des fidèles sont tournés vers nous, suspendus à la pureté triomphale qui émane de nos allures étrangement lentes et décidées. Nous nous asseyons sur les bancs poussiéreux qui entourent le tabernacle, serrant dans nos mains tremblantes un cierge opalin. La lumière du vitrail roussit ses cheveux et irise son regard. Étrange gravité de Selma parmi les grondements nasillards de l'orgue. Je le sais à présent. Selma est une sainte profane, une étrange blondine jetée au lion. Mes yeux tremblent, car voici venue devant moi Selma auréolée de gloire, le corps de Selma transfiguré. On va jouer au voleur. Quelques mois plus tard, de façon subite, à la demande de sa mère qui nous trouve proches, vraiment trop proches, étrangement trop proches, Selma cessera complètement de m'adresser la parole. Je ne serai plus jamais admise à gauche de son lit. Plus jamais je ne mangerai avec elle des bols de céréales en lieu et place de dîner. Le dimanche, je suis seule dans ma tenue d'enfant de cœur que je me mets à trouver grotesque, que je me mets à détester. Selma demandera en classe à changer de place pour s'afficher aux côtés d'Elsa Baquet. Mes bras se couvrent de plaques suintantes et violacées. Mon visage se referme. Mes yeux sur les photos sépia sont ceux d'une abandonnée. C'est un dimanche après-midi, quelque chose comme une soirée de novembre, d'automne, une petite pluie peut-être, et en fond sonore, France Culture, France Musique, France Culture. Ma mère ne maquille pas ses yeux, ni ses joues, ni ses lèvres. Elle ne met pas de vernis à ongles, de talons hauts ou de boucles d'oreilles. Elle n'épile pas ses sourcils ni son pubis, mais elle met de la crème dépilatoire puante sous ses aisselles pour que ce soit plus joli. Elle fait de la gymnastique pour contrôler la forme de ses cuisses qu'elle trouve trop arrondies. Elle n'a connu charnellement que mon père. Elle dit « c'est très cul » pour parler de certains auteurs ou de certains ouvrages qui me sont interdits. Ma mère pousse des petits cris de douleur quand 3 fois par jour elle fait la vaisselle et que le liquide vaisselle douceur amande rentre dans ses cuticules creusés à vif et sur ses poignets déformés par les allergies. Elle refuse que je mette la table ou que je fasse mon lit car il faut protéger l'insouciance de mon enfance. C'est Dolto ou une dame de la radio qui l'a dit. Elle est la dernière couchée pour finir de corriger ses copies et la première levée à 6h du matin pour m'amener à la garderie périscolaire après le bon jus d'orange sain fait main en pressant très fort sur ses plaies rouges l'agrume acide avant de partir enseigner
la liberté, le désir et la justice aux élèves de son lycée. Le corps de ma mère est à mon service. Maman! Oui? Maman, maman, maman! C'est moi! Maman! Oui, j'arrive. À mon service d'abord, puis à celui de mon père. Mon père est professeur comme elle, mais il dispose de certaines prérogatives. C'est un artiste, un génie. Les artistes, comme les génies, ne savent pas faire tourner les machines avec le programme à 30 degrés. Vous savez, c'est comme l'oncle Henri dans le Club des 5. Vous connaissez? L'oncle Henri, comme mon père, ont besoin de tante Annie et de Maria pour faire leurs inventions tout en mangeant des tartes aux pommes. Et puis il a d'autres qualités, mon père. Écouter très fort de très belle musique le soir tard dans la nuit, lire à voix haute de fascinants poèmes et transformer en fait l'insupportable ordinaire des dimanches soirs. Ces qualités ne sont pas compatibles avec l'épluchage des pommes de terre et le pressage de la purée. Il faut dire que ma mère s'est lancée seule dans une terrible bataille. Il paraît que, quand elle était enceinte, une sorcière croisée dans la rue a jeté une malédiction sur la maison. Une malédiction que rien ne peut lever. Elle a dit qu'il y a toujours des moutons sous les lits, des traces de merde au fond des chiottes, des montagnes de journaux, de bouteilles de plastique et de tickets de caisse empilés sur les tables, que tu ne trouves jamais le repos tant que les sols ne seront pas brillants, les éviers récurés, le linge parfaitement plié. Pour aider ma mère à lutter contre la malédiction, sa propre mère, qui s'y connaît au mauvais sort, sa propre mère fait embaucher Rachel, qui vient passer l'aspirateur et faire le repassage une fois par semaine. Mais la force de travail du corps d'une autre femme d'une condition sociale inférieure à la nôtre ne suffit pas à conjurer la tannée qui s'est abattue sur la maison. Mon père dit souvent, pour adoucir le sort, lorsque ma mère amène sur la table le poisson et les petites pommes de terre, « Il faut féliciter maman. » Parfois, il arrive que ma mère, éternelle petite Sisyphe en bas de la montagne, jette les armes et pleure. Jamais en public, toujours en secret, dans ma chambre ou dans le cellier. Des sanglots discrets et des larmes qui, comme celles d'Alice au pays des merveilles, sont capables de remplir des chambres entières et d'inonder l'immeuble en créant une coupure de courant et un dégât des eaux chez les voisins. Elle me dévisage alors, les yeux agrandis de désespoir et de fatigue mêlée, et elle dit « Non, ne m'aide pas. Ne m'aide surtout pas. N'apprends aucun des gestes que devant toi j'exécute. Je ne veux rien t'apprendre parce que regarde. Regarde mon visage de femme gelée. Regarde mes mains. Le sang et la javel. Ce que je suis devenue. Et ne fais jamais comme moi. Tu entends ça? Tu entends, oui? Regarde. Maman, ça va, c'est génial. Regarde mes mains Franchement, qui c'est gênant. saignent et ne deviens jamais comme moi. Alors, c'est peut-être pour m'éloigner de ma mère que je fais rentrer, vers le milieu de la 5e, un nouveau gros mot dans mon vocabulaire. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai choisi ce nom-là, ni si je sais ce qu'il signifie, mais c'est peut-être un mot que j'ai entendu dans la bouche de certains garçons pour nous désigner quand nous avançons collés, serrés pour nous rendre au self pour le premier service. L'aiguille. Cette matriarchie me convient. Nous serons donc le club des Gouines. Continuité logique du club du cheval cofondé en CE2 avec Feu Selma, sauf que les membres du club des Gouines ont des obligations nouvelles. Y a qui veut devenir une Gouine là? Toi t'as une Gouine, toi. Elles doivent savoir hurler de façon publique pour être intronisées à 3. Attention, 1, 2, 3, vas-y à ton boulette. Préservatif! Préservatif! Elles doivent savoir dessiner au feutre rose ou au stylo parfumé dans les agendas pailletés ornés de la souris Diddle des bites. Vas-y, 2 petits ronds. T'en fais un peu large au bout. Et oublie pas les petits bâtonnets pour faire les poils. Super. Et pour les plus doués en art plastique, des filles manga aux gros seins qui gémissent. Avec les filles du club, nous racontons tout ce que nous savons sur le sexe.
parents de M, qu'elle a surpris une fois en train de faire la tortue. Le souvenir de Alain Chabat-César et de Monica Bellucci-Cléopâtre et le baiser. Ti amore, dis-moi ti amore. Baiser dans l'ascenseur, associé désormais et pour toujours à Romain Esposito, qui a dit, avec un fort accent du Sud, Au boudi, ça me fait bander la saucisse tout ça. Charlotte, dans le bain, a déjà essayé. J'ai mis mon doigt dans un de mes trous, mais je sais pas lequel. Et Nawel, qui a débarqué livide dans le CDI. Ça y est, je l'ai fait. Je me suis enfoncé un tampon. Et elle s'est évanouie juste après. Ces expérimentations génèrent un silence pensif. Mais très vite, nous reprenons les ricanements fous qui nous secouent quand s'approchent les pionnes. Madame, j'ai un truc à vous dire. Oui, quoi? Préservatif. Vers le milieu de la 5e, Audrey émet néanmoins une objection suspicieuse. Mais tout de même, cette histoire de Gwyn, c'est quoi pour toi exactement? Ben... Je sais pas. Enfin, c'était juste pour rire. C'est pas drôle, vraiment pas cool. Imagine si l'une de nous était... Si l'une de vous était... Mais je te rappelle qu'on dort ensemble parfois dans le même lit quand on s'invite à dormir. Alors dis-le. Tu l'es ou tu l'es pas? Tu l'es ou tu l'es pas? Non, je le suis pas. Non. Non, je le suis pas. Bien sûr que non, je le suis pas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Burk! Et c'est vers la fin de la 5e que nous fermons définitivement le club des Gwyn. Putain, fais chier. Trahison, 2004. Il est pourtant indéniable à 13 ans que je fréquente peu l'autre sexe. Je préfère ma cohorte de meilleurs amis, sans cesse classés et cotés, triés par défauts et qualités, promus au rang de préférés puis voués aux gémonies quand ce n'est pas elle qui me cloue au pilori. Je préfère le contact contre mon cou de leurs cheveux qui sentent le petit dop abricot et le Tahiti douche vanille, leur peau douce et lisse, les baisers qu'elles envoient du bout des doigts, les mondes qu'elles dessinent. Nous nous invitons à dormir. Nous nous écrivons « T'es bonne, bisous bien baveux belle brune » sur nos agendas respectifs. Nous nous palpons, nous nous massons. Nous explorons sans le comprendre encore nos corps. Nos corps mutants sont scrutés, notés, commentés. Les poils autour des tétons qu'on arrache à la pince à épiler et qui laissent ensuite de gros boutons rouges. Les racines capillaires qui mystérieusement se graissent à peine le shampoing achevé. Nous observons les glaires jaunes sur la culotte de l'une. L'autre me demande, autant que sa première brassière, de lui masser le dos. En riant, nous nous frottons dans de longues étreintes sensuelles et confuses. Nous appelons ça encore jouer. Je passe ma langue rapidement sur les dents baguées en fil de fer de Cécile pour m'entraîner pour quand ce sera pour de vrai. Pour de vrai, c'est-à-dire avec un homme. Qu'on se le dise. Il faut bien l'avouer, je ne suis toujours pas dépucelée du haut. Et je suis la dernière de la bande. Et qu'on se la scène, ce premier baiser ne compte pas. Non, 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 non. Ce premier baiser ne compte pas. Non, 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 non. Je suis blessée, profondément. Lorsque je réalise que la joie de se regrouper dans une salle de bain à 6 filles ne suffit pas, que les chuchotements dans la chambre obscure jusqu'à 4 h du matin, c'est du pipeau, les confidences sur l'oreiller du vent, que tout ceci n'a lieu que pour l'autre, qu'il faut qu'elle soit confrontée à l'altérité, il faut supporter l'altérité, l'exiger, l'espérer même. Les garçons, ces êtres qui transforment les visages tant aimés en grimaces minaudières, mes guerrières en princesse. Non mais arrête, lâche mes cheveux, c'est pas drôle.
Je ne reconnais plus les rires de mes amis, leur intelligence vive, leur pugnacité percutante s'amollit face à ces ectoplasmes flagorneurs munis de planches de skate et de colliers en pâte fimo. Je ne savais pas que c'était des frissons de plaisir qui me parcouraient lorsque leurs doigts badigeonnaient mes mamelons aplatis de monoeil. Je ne comprenais pas le désir, encore moins l'inondation. On m'avait dit d'attendre d'être élu par l'altérité et de m'entraîner avant avec mes semblables. Sœur Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? À l'horizon, toujours pas de pelle, ni de râteau. Alors, bon élève, j'attendais sagement la vraie vie, en m'exerçant. Alors, pour cette partie-là du spectacle, on est un petit peu en recherche encore, un petit peu en expérimentation, donc on va avoir un peu besoin de vous. En fait, on voudrait vous parler de Thérèse. Thérèse, c'est la grand-mère. Et en fait, on aimait vraiment beaucoup, Thérèse. Et on a essayé de la jouer, mais on n'a pas vraiment réussi. Je crois pas que c'était une question de jeu. Je pense plus que c'était une question de voix. Et on aimerait bien essayer de retrouver la voix de Thérèse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui aurait traversé les années un peu plus que nous, on les a traversées. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup traversé les années, hein. Vous par exemple, ça allait très bien. Mais voilà, on aurait besoin de quelqu'un de plus expérimenté qui nous prête sa voix. Alors, c'est hyper simple, hein. Il y a juste 2 petites phrases à lire, vous restez assise, je reste à côté de vous. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, qui veut bien être la voix de Thérèse? J'ai désigné comme ça. Tu voulais bien être ma grand-mère? Ouais. Vous voulez bien être la grand-mère? Vous savez lire? Bon, alors, ok. Donc, des petits éléments de contexte. Virginie, c'est ça? Bienvenue. Thérèse, elle est née à Tulle, en Corrèze, le 2 décembre 1930. Voilà, c'était une femme avec un gros caractère qui parlait doucement. Voilà. Quelques indications. Elle a été institutrice en Normandie, juste après le débarquement. Et alors, elle a adoré l'accueil qu'elle a reçu en Normandie. Et surtout, les parents d'élèves qui lui ramenaient des bouteilles de cidre le midi à la cantine à la place de l'eau. Donc, Dans le micro, par contre, Virginie. À présent que tu es presque grande, je te le demande, est-ce que tu as déjà passé une nuit avec un homme? ma grand-mère. Ses ongles courts qu'elle vernit en rose pâle, ses jupons qu'elle fabrique avec des chutes de rideaux, ma grand-mère qui ne s'est jamais mariée, ma grand-mère qui n'a jamais vécu avec un homme hormis mon père, et ma grand-mère qui était fille-mère. Ma grand-mère la pas fréquentable, ma grand-mère la clandestine, ma grand-mère ma merveille. Tu sais, nous, on ne savait rien. Jusqu'au mariage, on ne savait rien. Ma voisine, Georgette Dubel, elle s'est mariée à 18 ans. Juste avant la nuit de noces, sa mère lui a dit « Surtout n'aie pas peur, écoute bien ton mari et fais bien tout ce qu'il te dit de faire. » Ma grand-mère, arrière-petite-fille d'une femme donnée corps et bien à un maître, mes femmes servantes au grand cœur. Ce que je ressens à cet instant-là, c'est au-delà des âges, c'est au-delà de la tendresse. Quand j'avais ton âge, Georgette Dubel est arrivée en classe toute excitée. « Je sais comment on fait les bébés, ils naissent par le nombril. » Le soir, je l'ai répété à ma mère, qui m'a fait aussitôt sortir de table. « Tu n'iras plus jamais jouer chez Georgette Dubel. C'est fou comme les choses ont changé avec ta génération. Alors, tu as déjà été avec un homme ? » Alors, dans mon lit d'enfant, entouré de posters de Shakira et Legolas, découpés dans le magazine One, je me demande combien de temps encore avant de faire l'amour, avant de calmer cette envie méchante qui s'agite dans mon bas-ventre et sur lequel j'appuie sans obtenir de grands résultats. Un soir, je n'y tiens plus. Je passe ma main entre mes jambes, là où ça brûle et où ça cogne si fort. Je frotte autant que je peux. Une déflagration fulgurante et des tremblements nerveux parcourent mes jambes. Ma vue se brouille. Une montée chaude irradie mon front. Et mon cœur se met à battre aussi vite que le jour où j'ai fait un malaise en EPS après
perturbée. Le lendemain, je ne peux m'empêcher de réitérer l'étrange rituel, et de nouveau me voici propulsée dans cette chaleur inédite. Je comprends alors que c'est ce que le magazine Elle de ma tante, dans le supplément d'été spécial sexe, appelle, Un orgasme. et que je viens de me livrer à... La masturbation. Ah, ce mot me dégoûte. Je me croyais réservé aux bites des garçons que l'on étire comme des haricots sur une tige. C'est donc un orgasme, et ça n'a pas eu lieu dans la sueur moite et douce d'un corps à corps amoureux, sans aucun sexe d'homme dans le mien. Ma main seule possède le pouvoir de m'amener dans ces contrées peuplées de ma propre sueur. Passé ce jour, une fois le danger cardiovasculaire écarté, je me branlerai de façon continue. Mon poignet est marqué presque en permanence du rouge de la couture de mon jean. Mes doigts ont l'odeur de mon sexe et mes stylos dans ma trousse aussi. Puis quand je n'y tiens plus, en essayant de m'effacer de mon cerveau ensuite pour que ça ne compte pas, pour que ça ne compte pas trop, je pense au baiser qu'appelle ma bouche. Dans ces rêves qui m'éveillent, dans un confus mélange d'effroi coupable d'être démasqué et de plaisir hallucinant. À tel point que je regarde sur Doctissimo la question posée par... Fabienne, Fabou, 38 ans, mariée, 2 enfants. Si je rêve de faire l'amour avec une femme, c'est que je suis attirée par les femmes. Personne ne le sait. Je ne l'avouerai même sous la torture à aucune de mes amies. Mais mes nuits et mes jours sont désormais consacrés à ma propre découverte onanique. J'ai une soif inaltérable et infinie de mon corps. Et quand j'ai 17 ans, pour essuyer la violence provoquée par le divorce de mes parents, violence dont les vibrations latentes dans ma gorge forment un nœud tel que de drôles de ganglions durs apparaissent dans mon cou, je pars vivre seule dans la très grande ville. Comme si il était soudain frappé par un soleil vif, mon corps éclot d'un coup. Bam! Brusquement, quand je marche, il se passe quelque chose de nouveau. Un phénomène qui n'existait pas durant les années lycée. Bam! Bam! Ouais, ça en jette, pas vrai? Enfin, quand je marche, je peux tortiller du cul. Bam! Et il se passe quelque chose. Dans la rue, dès que je sors, des regards braqués sur moi comme des poursuites d'Ospéra et de ses sourires. On me dit bonjour, on me félicite, on me parle de mes yeux, de mes cheveux, de mes dents, même de mes dents. Comme une génisse médaillée au salon de l'agriculture, je mériterai ma photo avec le président. On me siffle, on m'appelle en avançant les lèvres comme un petit animal. On me drague même, on me drague. Je suis enfin comme Cécile, enfin comme Marianne, enfin comme toutes les filles que je connais, enfin comme dans les films de la Nouvelle Vague, quand Claude Jade sort avec ses voisins d'Antoine Poinel. Cette petite-là, je la baiserai mal, mais je la baiserai bien. J'ai 17 ans, je suis une reine et je possède un pouvoir plus fort que tout ce qu'il y a de plus fort, et je suis loin d'avoir peur, non. Je me promène dans la rue très tard avec branché sur mon iPod une chanson de Michel Sardou, qu'adore mon père. Les villes de grande solitude, et je fredonne le refrain pour me rappeler la maison. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes et de disparaître en fumée. C'est finalement avec un militaire Rencontré en boîte de que nuit, je fais pour la première fois. l'amour. Il a 16 ans de plus que moi. J'arrive en tenue de combat, Lolita de Nabokov que je pose soigneusement sur le rebord du lit. je lui enlève son jean J'arrache ma culotte en coton petit bateau. et j'écarte bien les jambes comme chez le gynécologue avide de l'opération à venir. Il jouit très rapidement. Oh! C'est tout? Je n'ai toujours pas découvert le fameux orgasme vaginal que me promettait à tour de rôle Sigmund Freud. et l'amour. Tant pis. Je ne dois pas être encore assez femme, assez mûre pour connaître le véritable orgasme. Mais ça y est, je l'ai fait! Le lendemain, je rentre chez moi, persuadée que c'est écrit sur mon front, attendant presque qu'on applaudisse mon exploit dans la rame de métro. Standing ovation pour le dépôt
même un peu dans mon lit à pleurer, à me rappeler ma vie révolue, la vie loin de l'autre. Si maman, si maman, si. Avant d'appeler une à une chacune de mes copines, leur criant presque dans des glapissements de joie partagée que j'ai réussi le rite initiatique, que je suis à présent dès l'heure. Someday I feel my love. Someone to trust. I want and I know every day. So my heart is just keeping a beat. Someday we say and do see with me know into the way. I find my love someday, someday when my dreams come true. Yeah, fuzzy fucker. Arracher, polir, peser, poser, couper, tailler, enduire, gommer, désincruster, arracher, polir, ôter, peser, poser, poser, enduire, couper, désincruster, tailler, exfolier, enduire, repulper, gommer, amincir, désincruster, arracher, polir, ôter, peser, poser, poser, enduire, couper, désincruster, tous les jours, exfolier, enduire, avant chaque gommer, amincir, désincruster, arracher. Pendant 2 semaines, ôter, peser, toute la nuit, enduire, chaque matin, tailler, exfolier, enduire, avant, repulper, gommer, amincir, chaque été, désincruster, arracher, polir, Je ne suis ôter, pas anorexique comme les mannequins des podiums, poser, ni poser, boulimique comme les filles de enduire, Ça commence aujourd'hui. couper, désincruster, tailler, Mais à 20 ans, exfolier, je ne pense enduire, pas. repulper, Je gommer, compte. amincir, désincruster, arracher. Ce qui entre dans mon corps, ce qui est ingéré, c'est une petite musique de nuit qui me maintient en éveil, un acouphène qui prend toute la place. On dit de moi, c'est fou ton métabolisme, que j'ai vraiment de la chance. Et moi je dis, ah mais vous savez, ma mère elle est pareille. Alors que je saute tous les soirs sur place dans mon 12 mètres carrés, une, deux, et que j'ai envie de me gifler tellement il y a toujours ce petit morceau de gras entre mes cuisses qui se touchent et qui font pas le spine gap. Mais attention, je ne suis pas névrosée. Je suis apprêtée mais pas vulgaire. Je suis présentable, un véritable petit trophée à présenter. Je tiens mon rôle, je joue très bien la comédie et je suis une excellente actrice. Je ne réfléchis pas une minute, ou plutôt ne veux pas penser, ou ne peut surtout pas penser que l'autre. Celui pour qui je me bats. Oui. Celui pour qui je veux être pour toujours la reine du bal. Que celui-là se contente d'être. Qu'il se contente de se laisser porter par un courant calme et de dire qu'il préfère... Vous savez, moi je préfère les femmes jeunes et asiatiques, hein, parce qu'au-dessus de 40 ans, ça ne m'intéresse pas en fait, les chairs fripées, les visages chiffons. Vous savez, moi je suis un ado attardé, hein. J'aimerais désirer des femmes de mon âge, des femmes de 50 ans, mais j'y arrive pas. C'est pas long. Et si vous croyez que j'ai tort, je sais pas moi, regardez le cinéma, lisez la littérature, regardez la peinture, hein. Mais ça a toujours été ça, la grande joie de l'érotisme. L'art, c'est de leur faire de jolies choses, mais seulement si elles sont ça, jolies. Il n'y a rien de plus beau que ça, la femme. Non, je ne réfléchis pas une minute. Je suis trop occupée à calculer pour ne surtout pas prendre de place. À 20 ans, mon corps est ma petite fierté, ma grande victoire, ma seule obsession. Alors, l'année de mes 22 ans,
de miracle venant couronner mes efforts, je peux enfin ramener chez moi le trophée de tous les triomphes. Pour la première fois de ma vie, j'ai un petit ami. Just your love, Un authentique petit ami. just your love, Avec des yeux just bleus, your des anointed cheveux blancs, miles, une voix grave, une peau claire et une taille haute. just your chambers, C'est un petit ami en kit, just your love, une perfection que j'ai méritée. and my mother's sons, Le petit ami et moi nous aimons d'un immense amour. vineyard, C'est une certitude and my aussi bleue son, que ses yeux, aussi vaste que le ciel, just your flock, aussi pure que la mer. just your À companion, mon tour, et comme elles l'ont fait avant moi, j'abandonne les confidences et les soirées en compagnie de mes amis. Pauvres just et your palpalables, cheeks, face à la splendeur just your inaccessible de ma mise en couple. just your couch, Et c'est comme dans les and films. my perfume, and my beloved, and my breasts, Pour cet amour nouveau qui monte subitement et qui étreint nos jeunes cœurs à des enfers explosés. Oui, just your pour cet amour nouveau, annoncé et attendu depuis la nuit des temps, je suis prête à donner mon âme, à me jeter du haut d'une falaise comme dans Breaking the Waves. Avec lui, tout est soleil. Les oiseaux chantent dans les parcs à la tombée de la nuit comme dans Coup de foudre à Notting Hill. Nous faisons l'amour comme des dieux, à s'en pâmer de plaisir. C'est comme dans les livres. Je souligne dans Anna Karénine cette phrase que je trouve belle, si belle que je l'inscris dans mon studio minuscule d'étudiante, à même le mur au feutre rouge sang. This sacrifice. What sacrifice? This is my happiness. Un masque hydratant à l'avocat sur le nez. Un jour d'été où il n'est pas là. Je lis Belle du Seigneur dans un banc. Et les yeux emplis de larmes, le ventre fendillé par la douleur de toutes ces nuits qui empêchent nos corps de se retrouver. Je répète à voix haute et sans me lasser. Jeunes gens, vous aux crinières échevelées et aux dents parfaites, enivrez-vous sur la rive où toujours l'on s'aime à jamais. Et je refuse de lire la fin. Lis la fin. Lis la fin. Où jamais l'on s'aime toujours. Car c'est sûr, on va faire mieux que nos parents. Non seulement le petit ami a le permis de conduire, mais... C'est quoi, non, bébé, ça Ah non, bébé, ça me gêne. Non, ça me gêne. Bon, ok, je mets des gants Mappa rose pour faire la vaisselle, voilà. Et je cuisine un super poulet au curry, mais c'est... Succès garanti au repas de famille. À tout à l'heure, mon amour. Salut mon cœur. Allez, au revoir la maman, au revoir mon papa. Oui, À c'est toi tout qui à l'heure. raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi Non, qui c'est toi qui raccroche. raccroche. Non, c'est toi qui Non, raccroche. c'est toi. Mais t'es la plus belle des filles. Allez. Je t'adore, je t'adore. Allez, tiens. Seule ma mère me lance un regard qui n'a rien d'approbateur, dans lequel s'immisce même un peu de déception, un soupçon d'inquiétude, un pressentiment. Très vite, je confie au petit ami mes moindres contrariétés, mes moindres envies, mes moindres faiblesses. Très vite, il veut tout savoir de moi, et je dois tout lui dire. On
ne cache pas son âme à Dieu et il est l'œil qui voit tout. Très vite, il semble débusquer mes petites cachotteries, déceler le plus minuscule de mes mensonges. Je ne cherche pas à protester, j'abdique presque immédiatement. Notre amour est plus grand que nous et il nous survivra bien après notre mort car il sera fécond. Au nom de cet amour, il se doit de tout savoir et je ne dois jamais, jamais profaner son nom. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne sais jamais d'où vient la faute, mais je sais qu'elle est là, originelle, permanente, collée à chacun de mes gestes. Mon corps, mes mains, la façon dont je marche dans la rue, dont je bouge les hanches. Mon existence est une faute. La faute habite mon corps, collé à lui, c'est l'origine. Ou plutôt, mon corps est un réceptacle pour la faute. Très vite, face au petit ami, je ne lui dis plus que pardon. J'exerce ma bouche à dire le plus rapidement possible. Pardon. Le pardon est mon unique pare-feu pour endiguer l'invisibilité de la crise. Le pardon seul peut expier ma faute. Alors, pardon. Pardon. Pardon d'avoir traversé la rue trop vite. Pardon d'être arrivé en retard. Pardon d'avoir dansé trop près. À toi. Pardon d'être sorti 3 soirs de suite. À toi. Pardon d'être à Travillaire. À toi. Pardon d'être à découvert. À toi. Pardon de parler trop fort dans les cafés. À toi. Pardon de ne pas savoir aimer assez. À toi. Pardon si la colère se propage, si la colère se partage, si nos visages deviennent crispés par la même grimace. À toi. Pardon si tout mon corps est figé comme dans l'enfance lorsque l'orage approche. À toi. Pardon à mon tour de pousser des cris de bête. À toi. Pardon de pleurer lorsque j'ai peur. À toi. Reculer quand tu avances. Je confesse devant toi que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je reconnais que je suis pécheresse. Seigneur, j'ai péché, j'ai beaucoup péché, j'ai tellement péché. Pardon d'être ça, Désespérément ça. une fille d'Ève.
du doigt les coulées de lave, ce que je ressens dans le corps, les grondements, les zébrures, de ne pas comprendre que ce que je vis, mais que c'est ça, l'amour. Ton corps est à moi, à nous. Ton corps, c'est ce qui nous appartient le plus intimement. Ton corps, c'est notre intimité. Je suis jamais au-dessus de lui, toujours en dessous. Je saurais pas être au-dessus, je saurais pas faire, je ferais mal. Je ne décide pas des positions à prendre, ni de la vitesse de la pénétration, de la profondeur de la fellation quand il se met au-dessus de mon visage. Quand il me sodomise, il attrape mes hanches en me reprochant par réflexe de m'éloigner. Mais je comprends pas. Tu dis que t'aimes ça et que tu veux être comme dans les films. Que tu veux ressembler aux filles des films. Et que tu veux que je te traite comme ça, que tu es une soumise. Mais t'aimes pas ça en fait, c'est ça? Il dit que je ne suis pas assez mouillée le matin quand il me pénètre avant même le réveil. Il dit qu'il n'y a pas assez de mouille dans mon sexe. Il dit que je ne le désire pas assez. Il dit qu'il s'inquiète. Non mais attends. Tu serais pas un peu Gwyn par hasard? Je comprends pas, je suis en train de devenir un bon coup. Il me semble qu'il s'agite au-dessus de mon corps un jour de grande colère et de trahison impardonnable, exigeant l'accès à mon corps comme unique moyen d'expier la terrible faute que j'ai commise et dont il ne se remettra jamais. Et je regarde danser jusqu'à ce qu'il jouisse. Je regarde danser le plafond noir et bleu, le ciel comme orangé de la grande ville, le ciel nocturne des grandes marches de jeunes filles, le ciel violacé de la grande ville aimée autrefois à la folie, le ciel de la grande vie d'autrefois, le ciel de quand tout était possible. Les assauts du ciel à travers le Vélux et les nuages qui défilent vite avec le souffle du vent. Dehors, quelque part, il existe le ciel. Des avions long courriers qui clignotent dans la nuit. Voyageurs aimés en partance pour des destinations lointaines. Quelque part, dehors, le chant des oiseaux migrateurs. Les chevaux fougueux qui hument le chemin de la mer. Quelque part, dehors, la forêt de l'enfance où tout est possible. La canopée où personne ne peut venir vous trouver. À partir de maintenant, ma petite, tu te
ton mari te dit de faire. Par quoi ça a commencé? C'était quoi déjà la question? Ah oui, chercher, tenter de trouver par quoi ça surgit, où, quand, comment, what, when, where, etc., etc. Le piège. Bon. Vous en pensez quoi maintenant? Je vous le demande, vous en pensez quoi? C'était quand pour vous, précisément? C'était quand? Cette histoire, c'est fou, non? C'est comme une boule à facettes. Plus on la tourne, plus il y a des reflets de soi-même qui fractés dans les petits miroirs déformants. Cette histoire, c'est fou, c'est qu'une question de perspective, quoi. Peut-être que c'était quand j'ai lu sur le feed Facebook Oui, peut-être. des articles qui expliquent que la pilule que je prends depuis l'âge de 16 ans, que cette pilule, prescrite par la généraliste sans même une auscultation, que cette pilule que j'avale tous les matins comme une écolière appliquée rivée à l'alarme du téléphone, que cette pilule que j'ingère donne de petites tumeurs au cerveau. Oupsie! Peut-être que c'est quand j'arrête la pilule qu'il se passe quelque chose qu'ils appellent l'effet rebond. Des envies de me jeter par la fenêtre aux alentours du 26e jour. Des douleurs intenses dans tout le corps, dans les articulations avant la menstrue, la fièvre dans le corps, de la mastodynie à en gémir sous la douche quand les gouttes d'eau perforent les pectoraux. Une joie intense et des envies débordantes quand j'expulse sur le papier hygiénique un résidu d'ovules blanchâtres. Aïe, La aïe, aïe. douleur de la cystite qui me propulse à terre et la mycose qui me rétracte au cœur de la nuit. La recherche minute par minute d'une position dans laquelle il serait possible d'envisager de se rendormir et même l'ovaire déchiré de part en part, centaines de petits marteaux-piqueurs agités et frénétiques dans la cavité utérine, le petit cri diffus de souffrance lorsque le sang fluidifié par le stérilet en cuivre déborde sur la cuvette des WC, et que le ventre se gonfle à en faire éclater le jean. Bam! Quels sont après les premières règles? 5 gynécologues, 8 médecins généralistes 7 frottis. et 9 spéculums plus tard. Le diagnostic finit par tomber, Attention, je vais vous insérer un spéculum dans le vagin. presque comme un soulagement. Ouh là là, c'est pas ça là-dedans. Je suis colonisée par des petits morceaux de moi-même qui rendent insupportable la douleur cyclique que l'on m'a tant apprise à considérer comme normale. passe la brossette. Et inhérente à mon corps, intrinsèquement suspect, toujours déviant. Sur ordre de la gynécologue Alcane, je reprends la pilule. Je joue à la petite chimiste dans mon alambic, 2 plaquettes de suite pour être tranquille, et puis finalement, je laisse tomber. J'essaye de calculer grâce à une application mobile les jours de mon cycle. Le petit ami promet de se retirer. Le latex du préservatif le dégoûte. This sacrifice! What sacrifice? This is my happiness! Et ça n'y coupe pas. Je me retrouve dans des shots de PMU en vacances avec ma mère en Italie et le test dans la main. Scusi, buongiorno. Qualcuno parla italiano? Voilà. Sans déconner. Pardon, mais gravidanza, ça veut dire. C'est grave ou. Ça veut dire enceinte? Merde. Giga merde. Gravidanza, merde. Je savais que ça arriverait un jour, comme une sorte de fatalité inéluctable. Le petit ami joint au téléphone dit « Non mais t'aurais pas pu faire attention !» Et de toute façon, on va le garder, mon amour. Non?
Tu veux pas le garder? Je pose la main sur mon ventre que je trouve soudain énorme, même si Internet dit que ça ne fait que la taille d'une noisette. Et il y a cette sensation cotonneuse qui m'enveloppe depuis des jours comme une sorte de bouclier moelleux et confortable. Et je me dis que cette fatigue décalée, c'était donc ça. Cette sensation de béatitude qui s'empare de moi, cette couche ouatée qui s'est placée entre moi et le monde, cette sensation que désormais, plus rien ne peut m'arriver. J'ai 27 ans, le même âge que ma mère quand je suis née. Boum boum. Dans l'écurie, de toutes ses forces, une petite chevale domestiquée frappe du sabot contre la porte. Elle se jette avec une violence inouïe contre le mur de pierre. Elle pousse comme des cris de bête blessée. Son échine est couverte d'écume. Boum boum. La jument arrache ses fers, dégomme les lattes de bois de la stalle. Boum boum. Ne deviens jamais comme moi. Boum boum. Elle voulait faire du cinéma, ma mère. Boum boum. Elle pleurait devant Robert Bresson. Boum boum. Au hasard, Balthazar. Boum boum. Elle voulait faire du cinéma, ma mère. Boum boum. Du cinéma. Boum boum. Ma mère, depuis quelque temps, a complètement cessé de parler dans son appartement solitaire de la ville de l'enfance. Boum boum. Quelque chose est en train de fuir dans un coin du cerveau de ma mère. Une fois qu'il est trop tard pour colmater. Je le sens, je le sais. C'est une question de survie. Il me faut fuir. Boum boum. Je réponds au petit ami que cet enfant, s'il naît, je le mettrai au micro-ondes et que je me jetterai par la fenêtre du 6e étage de la chambre de bonne après. Boum boum. Le petit ami dit qu'il entend. Et m'y voici donc, comme une scène que j'aurais déjà vécue parce que elle m'a été tant de fois racontée par d'autres. Parce que tant d'entre nous ont dû la vivre, qu'elle est comme imprégnée en nous. Parce qu'on a tant imaginé qu'on sait déjà les gestes, les mots. Me voici dans la salle d'attente du planning familial, avec le petit ami qui regarde ailleurs, entouré d'autres femmes qui évitent de se parler, des femmes de tout âge et de toute gueule. Je lis des trucs sur Kate Middleton, prenant l'air de rien. Kate, ces abominables nausées de grossesse. Échographie. Battement de mon cœur ou du sien. Elle sourit, l'interne de l'hôpital, et elle dit: Il est vraiment bien positionné. C'est bien ça, madame. Je colle la photo de l'échographie dans le dossier que vous pourrez consulter tout à l'heure. Bon, madame, est-ce que vous êtes vraiment sûre de votre décision? Oui, je suis sûre. Oui, je le veux. Bien. Alors je vais vous expliquer la procédure. Rentrez chez vous. Fermez les yeux. Attendez que passe 2 nuits. Et prenez ce petit comprimé. Seulement ce petit comprimé. Il n'a l'air de rien. Mais il a le pouvoir d'interrompre ce qui est en train de s'installer en vous. De l'évacuer. De le faire disparaître. Ce sera douloureux. Forcément douloureux. Mais surtout pas insupportable. C'est-à-dire? Si l'insupportable vous traverse, c'est que le cours des choses n'est pas normal, qu'il faudra donner l'alerte. Mais madame, n'ayez crainte. Regardez-moi, madame. J'ai confiance en vous. Tout ira pour le mieux. Mais je ne peux pas rester encore un petit peu ici, avec vous. Je suis désolée, j'aimerais pouvoir vous dire oui, mais c'est impossible. C'est la procédure. Bonne chance. C'est le petit matin. Je suis seule,
Je pense à toutes celles qui, dans les générations au-dessus et autour de moi, la cohorte de femmes fantômes qui m'observent, assises sur mon tabouret, qui me donnent de la force et qui posent leurs paumes fines et chaudes sur mes épaules. Et je me dis que j'aurais aimé qu'il y ait des chants rituels, des herbes aromatiques, des décoctions, mais je suis seule dans ma cuisine, avec mon petit comprimé qui ressemble à un ecstasy. Et j'attends la montée, ou plutôt la descente. Et je repense à l'interne quand elle a dit Il est vraiment bien positionné. et je me sens stupidement un peu fière, au milieu de mon ventre qui se passe et qui convulse, au milieu de la tempête qui se déchaîne pour éradiquer ce qui résiste si fort, tandis que j'atténue régulièrement le flot caillouteux avec une couche double épaisseur, et puis, quand l'angoisse pure me serre le cœur, je ne tiens plus, je donne l'alerte, je convoque le réseau des sorcières savantes, les chéries aux aguets, vous savez, celles qui débarquent même au beau milieu de la nuit, munies de lampes, de miroirs, de vin rouge et de cigarettes. Et elles disent que c'est normal, tout ce sang que j'expulse, que tout est comme il se doit. Et elles disent aussi les boursouflures sous la peau, les tempêtes qui les traversent et qui ont gonflé comme des cancers dans la poitrine. Il y a 10 ans, il y a 6 mois, il y en a 30. Et je finis par m'endormir, épuisée comme un petit enfant, comme une toute petite enfant. Tandis qu'au téléphone, elle chante. Doucement, elle chante comme pour me bercer. Le lendemain de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, je suis prise de fièvre. Inexpliquée. Inexplicable. Allez, allez, allez. Je tremble. Mon corps convulse. Lève les bras en l'air. Le petit ami s'étonne. Tu m'as pris en grippe ou quoi? Allez, allez, allez. Et puis ça sort. D'un coup. Frappe du droit. Droit au but. Je te quitte. Lorsque la porte d'entrée se referme sur son visage ébahi, une clameur inouïe monte par la fenêtre ouverte. La fièvre se calme. La foule est en liesse. Je respire. Je me tiens droite face à la caméra. Je lève le bras en l'air. Ça y est. Maman, si tu me regardes depuis la ville de l'enfance, et si tu peux encore comprendre les mots que je te dis dans ta grande nuit silencieuse, écoute ça, maman. Maman, écoute ça. Ça y est. On l'a fait! Championne du monde! À nouveau seule dans la grande ville, je rencontre d'autres hommes que je convoque en un clic dans des cafés ou que je croise dans les bars. À ceux qui deviennent mes amants d'une année, mes amoureux d'un jour, j'émets des règles strictes. Je refuse tous les impératifs. Je pose mes exigences et je délimite les contours. J'apprends à affirmer la négative sans craindre l'offense ni l'offensive. J'affectionne le questionnement, je chéris les demandes. Car il y a dans le oui communément érigé
des trésors d'invention, des montées épiphaniques de joie, des gémissements de plaisir qui font vibrer les dernières étoiles. Pourtant, il y a quelque chose qui dissonne. Si, la, ré, mi, sol, do, fa, fa. Oui, dans la petite musique de nos nuits, il y a quelque chose, mais quoi qui dissonne? Un soir, je n'y tiens plus. Je clique sur Girl Looking for Girls dans la configuration de l'application de rencontre. Elles apparaissent, éblouissantes et terribles de vouloir et de savoir. Elles ont le regard frondeur, une allure autre. Elles écrivent sous leur profil « Je ne suis pas une curiosité ». Je supprime l'application. Les joues rougies par le regret. Pourtant, il y a toujours quelque chose qui dissonne. Si, la, ré, mi, sol, do, fa, fa. Si, la, ré, mi, sol. Il y a des plaques qui apparaissent sur mes bras comme dans l'enfance. Ça gratte sous la peau, c'est un vif. Il y a quelque chose qui veut sortir, mais quoi? Mi, sol, do, fa. Au cœur de l'automne, je pars seule, absolument seule. Sur une île au large de la mer d'Iroise, à 3 heures du continent. Personne ne sait où je suis. Personne ne peut me trouver. Je pleure de soulagement dans le bateau qui file loin du port. Très vite, mes cheveux se constellent de sel. Mon visage cuit au soleil de la lande. Je récite des poèmes très beaux que dans l'enfance mon père m'a appris. Je ne savais pas que je savais faire cela. Être seule. Être si puissamment seule. Je suis seule et je ne suis pas morte, je ne meurs pas. Je ne tombe pas en poussière comme dans les contes. Je ne me transforme pas en écume. comme une fuite dans une porte étanche, contre laquelle les vagues se pressent, contre laquelle les vagues s'apprêtent à tout envahir, à tout submerger. Il existe des étendues d'eau et de terre mêlées, ou lors des grandes marées, connues également sous la dénomination marée vive. La mer se retire jusqu'à permettre à la marche aguerrie de la traverser à pied. On découvre alors, sur cet éphémère territoire appelé l'estran, les laisses, sédiments, aspérités, griffures, traces évoquant le souvenir de la présence de la mer. Il m'a suffi d'entendre, tu sais, ces regards que parfois nous échangeons, cette danse doute qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter, où nos corps n'en finissaient pas d'onduler parmi les autres corps, de se perdre dans les rythmes des basses en se cherchant. Il m'a suffi d'entendre, tu es sûr que nous ne sommes que des amis? Et mon corps tout entier se met à trembler comme jamais auparavant il n'avait tremblé. Faites que je ne sois pas. Les marées vives se produisent lorsque la lune a la redoutable puissance d'attraction et le soleil,
se retrouvent en une opposition que l'on nomme en astronomie La syzygie. L'équinoxe de printemps génère des marées si fortes que des vagues de larges amplitudes viennent ensuite s'abattre sur les rivages. La première fois que j'en embrasse une autre, mes dents claquent. Je suis en train de faire ça. Ma langue s'agite. Je suis en train de faire ça. Ma bouche béate. Je suis en train d'être ça. C'est le plus grand soir du monde, la plus grande nuit de la vie. L'étymologie du mot tsunami. Tsunami est un mot japonais composé de deux racines. Tsu, qui signifie port ou rade, et nami, qui signifie vague. On peut donc voir un tsunami comme l'engloutissement subite d'un port d'attache, suite à un phénomène physique de déferlement des eaux refoulées. La première fois que vraiment j'en embrasse une autre, mes dents claquent. Et lorsque je me dis que tout va définitivement basculer, je me mets éperdument à vomir. Elle répète, penchée au-dessus de la cuvette où elle relève maladroitement mes cheveux. Ce n'est pas de ta faute si tu es si malade, c'est judéo-chrétien. Mais pourquoi tu ne fais que répéter, faites que je ne sois pas. La pression de l'eau qui se presse contre la porte close finit par en faire craquer le chambranle qui vole en mille éclats de bois. En une fraction de seconde, la mer pénètre dans la pièce et le déferlement fou des vagues envahit tout sur son passage. On représente parfois les crêtes de la houle comme une horde sauvage de juments déchaînés. Sapphique, Il serait Thomas, Yann, Esmeralda. visiteuse, homosexuelle, Tu es sûr que nous ne sommes plus des amis? homas, homoplate, vieille tante, On va jouer au voleur. femme à chat, Si je rêve de faire l'amour avec une femme, c'est bonnes bonne amies, route minou, Attiré par les femmes, les poilus, lèche-gazon, manger à la cantine, Je te rappelle les qu'on colleuses dort de timbre, ensemble les parfois philatélistes, dans cette vie, alors. gazon maudit, dis-le là. Josiane Balasco, Tu l'es ou. bouffeuse de tarte au Tu l'es ou poil, tu l'es pas? être de l'autre côté de Tu l'es l'immeuble, être ou de tu l'es l'autre pas? bord, être de l'autre rive, Je être suis du en train bâtiment, être de de la faire fanfare, ça. être de la paroisse, être à Je poil suis et à en train de vapeur, faire en être camionneuse, stérile, ça. ventre vide, frigide, mal Je suis bourrée, être une gousse, bougnotte, boudou, en train win, gay, les copaines, les cousines, faire l'inconnu, ça. LGBTQIA+, C'est le plus queer, beau jour de la tomboy, vie. butch, femme, lipstick, Je butch, suis en train falk, talc, d'être ça. transpédéguine, transguine, lesbi, lesbo, Lesbienne. coming, Action de venir au dehors. coming out, Action de venir enfin hors de soi. Depuis quelques mois, une femme partage ma vie. Dans ma vie, il y a une femme. Dans ma vie, il y a une femme. Une femme qui, avant moi, avait aimé d'autres femmes. Une femme entourée de femmes qui aiment des personnes qui se sentent femmes ou qui se sentent autres ou qui se sentent êtres. Dans la rue, au milieu de la foule de personnes qui se sentent femmes ou autres, qui se sentent êtres, à pleine bouche, au milieu d'elles, avec la langue, nous nous embrassons. Avec elle, je découvre qu'une mue, c'est déjà aller chercher dans les profondeurs du verbe. Avec elle, nous prenons un aller simple pour le monde dédoublé. Dans nos nuits, je murmure pour la première fois, quelque chose a changé en moi. Je comprends désormais que jamais rien ne se fige, que le monde peut être mouvant, poreux, fluide, que tout est à réinventer.
Tout est navigation, rivages inédits, voyages incessants, chuchotis d'arbre en arbre. Je n'ai pas encore appris tous les mots pour dire nos corps, les chorégraphies secrètes de nos corps, toujours nouvelles, sans cesse renouvelées, imprévisibles selon les positions de la lune, selon les 6 IJ. À part dire que c'est comme la mer, dire que c'est comme les vagues, dire que c'est comme planer à l'infini dans un ciel immense, plonger ensemble dans les abîmes profondes et voir filtrer au-dessus de l'onde la clarté diffuse des rayons du soleil. Je ne sais pas si je peux déjà dire les mots que nous avons inventés pour dire nos corps. Mais je veux, pour une fois dans ma vie, pour une seule fois et pour toujours, oui, de toutes mes forces, je veux, enfin, protéger nos corps. Je regarde parfois son corps à elle, quand elle dort, éperdue de sommeil et hallucinante d'une beauté qui n'est pas la beauté que j'ai appris à voir, celle qu'on m'a montrée, la beauté qu'on m'a forcé toute mon existence à regarder. Sur son corps, je déplace la caméra, je change de plan. Et je demande, comment on a pu faire cela à nos corps, à n'importe quel corps vivant dans l'histoire. Et je dis que la colère dans ma gorge n'aura jamais de fin. Et j'accuse, nous avons été trompés, on nous a menti, nous n'avons appris qu'une partie du sensible, nous n'avons eu accès qu'à une luminosité, nous ne savions pas qu'un autre monde existait, que les souterrains étaient possibles, que des voies avaient été tracées, que des voix avaient crié dans les bois, des voix semblables aux nôtres. J'accuse pour toutes les années qui m'ont été prises, pour les baisers que je n'ai pas échangés. J'accuse pour les amours qui ont été volés. J'accuse pour les possibles pulvérisés. J'accuse pour le feu étouffé. Vous savez, la vérité d'un désir, c'est comme le feu, dans la violence et dans le silence. Un feu, ça s'étouffe. Je réalise que ce n'est pas la violence du dressage qui m'a amené vers elle, mais que c'est auprès d'elle, parce que je n'ai plus peur du dressage, que je peux voir en face la violence. Et j'ai esquissé sur ses manœuvres, sur son sacrum, sur ses ischions, d'autres façons de parler avec un corps. Lentement, je creuse le sillon. Nous inventons un langage physique qui nous est propre. J'aimerais qu'on apprenne les mots nouveaux pour dire le monde. La langue nouvelle d'un monde à son aube. Je parcours tous les dictionnaires que l'on trouve. La glossolalie des guerrières, je voudrais savoir la parler. Je voudrais inventer de nouvelles apparences pour vêtir la porosité de nos corps nouveaux, nos corps salamandres, nos corps d'infantes du siècle. Je voudrais en souligner les lignes avec des encres bleues de Chine, glorifier les vieillissements, les relâchements, les ridules, les tissus étirés, adorer les taches, les plaques, les sutures, les ablations, les rajouts, rendre hommage à l'adipeux, à l'onctueux, au débordant, à la lourdeur, au maladif, au tuéreux, au pustuleux, au cassé, au pulvérisé, à la multiplicité composite des replis, à la massivité, à l'efflanqué. Souligner à la peinture d'or les lignes infinies des craquements de la peau, les contours des calvities, la rugosité des cavités, la putréfaction des escarres. Poser sur nos corps des étoiles de soie et de lin épais, des pansements autorégulateurs pour penser en continu nos plaies, nos transitions, nos lésions, nos kystes, nos polypes, nos écoulements, nos endomètres, nos mutations, nos métamorphoses. Des injecteurs d'hormones X, Y, Z pour jouer au jeu des larves, au jeu des papillons, au jeu des chrysalides. Je voudrais inventer une dévêture, inventer une allure pour dire autrement notre place dans l'espace. Déployer
fragilites, les trop scintillantes, les trop sombres, les freaks, les strange, les non-validettes, les caboussettes, les désintégrées. Gloire à elles, eux. Loués soient nos noms, bénis soient nos existences extraterrestres. Heureuses, heureux les faibles, le royaume des ombres est à elles, eux. Vous entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi que vous m'entendez parce que je vous regarde. Oui, je vous regarde et je vous parle. Et je dis ici et devant tous que je n'aurai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Parce qu'aussi longtemps que je respire, balayé par les ans et les plaisirs, les chagrins et les révoltes, je le sais à présent, il sera toujours là, mon corps. Ils seront toujours là. Mon appétit intense de vivre et ma rage insatiable d'aimer. Mon corps, ce corps, je le sens, je le sais. On ne me l'a pas raconté, mais je l'entends du fond des âges, je l'entends. C'est animal comme je le sais. Mon corps, ce corps, il aura toujours besoin de marcher, voûté peut-être, tassé sûrement, mais de se tenir droit à l'intérieur. Mon corps, il aura toujours besoin de l'autre, besoin de lui-même, besoin d'exulter, de contempler, de respirer le soleil, d'écouter le vent. Et ma bouche, même édentée d'avoir trop dit, ne voudra pas taire la grande litanie qui s'échappe cette nuit et ma voix qui s'égraille et que je ne parviens plus à faire taire parce qu'avant, mais oui, regardez-moi, c'était bloqué, obstrué, étranglé, étouffé, vous comprenez? Oh, je sais que vous savez, même dans le silence, et c'est pour ça que je n'arrive pas à m'arrêter de vous parler, parce que mon corps a trop écouté et que maintenant, il a appris un mot après l'autre. Comprenez-vous? Un mot après l'autre. Et c'est bien une supplique pour la douceur qui s'échappe de mes lèvres ouvertes. Un mot après l'autre, et encore un, et encore un. Une complainte pour un autre monde. Un monde où l'apaisement sera trouvé, où l'apaisement sera possible. Un mot après l'autre, jusqu'à ce que le grand silence vienne me prendre et que quelqu'un ou quelqu'une d'autre se lève pour me seconder. Car oui, dans la grande nuit tachetée d'étoiles et de lunes ancestrales, où des gens s'assemblent pour en écouter d'autres parler à voix haute, il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'une pour dire les mots enfouis à l'intérieur des